Après ce 5e épisode, il en reste 3 pour arriver au terme de cette 3e saison du Mandalorian. 3 épisodes pour la reconquête de Mandalore. Nous verrons bien, mais ce qui est certain, c'est que la véritable adversité va se révéler tardivement. Pour rappel, ces vidéos présupposent que vous avez vu l'épisode et traitent ouvertement de l'intrigue. Autrement dit, alerte spoiler. Je ne vais pas faire semblant, j'ai passé un très bon moment avec cet épisode qui s'inscrit dans le prolongement, il me semble, de l'ADN profond de Star Wars, avec d'un côté des actions héroïques contre des méchants et de l'autre une menace sous-estimée et la promesse d'une nouvelle catastrophe à l'horizon. Tout n'est pas parfait pourtant et certains des moyens ne semblent pas à la hauteur des ambitions homériques du script. On a un véritable élan d'un côté et de l'autre on ne peut que constater avec un certain dépit que la planète Nevarro semble se composer de 50 personnes, pas plus. On peut mettre ce ressenti en perspective avec la planète Ferrix par exemple, dans la série Andor, qui était nettement plus élaborée, intéressante et peuplée, sans pour autant avoir eu recours à 2000 extras par exemple. En tout cas, dans mon souvenir, ce n'était pas le cas. La revanche des pirates était totalement inévitable, bien entendu, et le vaisseau du roi pirate Gorian Shard, sacrément impressionnant. Que les pirates se fassent totalement rouler dessus au sol par des Mandaloriens, ça ne me pose aucun problème, mais la fragilité de leur vaisseau amiral, nettement plus. Encore une fois, l'idée ici n'est pas de pinailler pour rien, mais de relever les points légèrement décevants dans un ensemble que j'ai trouvé agréable et plutôt convaincant. Pendant que j'y suis, et pour s'attarder sur ce plutôt, le jeu d'acteur m'a semblé un peu fade du côté de la Nouvelle République. Rien de dramatique, c'est le cas de le dire, mais les scènes du capitaine Carson Teva s'enchaînent comme des étapes nécessaires de l'histoire, mais sans parvenir à convoquer d'émotions ou de nuances particulières. J'ai bien compris que l'intention de l'épisode sur cette section consistait à nous montrer une sorte de routine que ce capitaine va néanmoins prendre à cœur pour se heurter finalement à une gestion administrative de problèmes humanitaires de la part de la Nouvelle République. Ceci dit, cet épisode était relativement généreux en termes de présence de non-humains, avec bien sûr pour couronner le tout, le caméo live de Garazeb Aurelios, le Lazat de Star Wars Rebels, surnommé Zeb ou Z selon que vous regardiez la série animée en VO ou en VF. Ce caméo vient s'ajouter à d'autres références que j'ai déjà relevées au cours des précédents épisodes de cette saison et qui laissent supposer une ouverture, si ce n'est une introduction, vers l'Amiral Throne. On peut même se demander si Bo-Katan ne pourrait pas rencontrer Sabine Wren d'ici la fin de saison puisqu'il faudra nécessairement un lien avec la prochaine série Star Wars, Ahsoka. Toutefois, ne nous emballons pas, j'en reviens aux quelques éléments à souligner dans le déroulement de cet épisode 5. Greef Karga qui gère des histoires de cargo, c'est volontaire, c'est pas pour rien que je l'avais appelé par erreur Cargo la dernière fois, puisque c'est une façon de nommer un personnage en lien avec ses attributions dans l'histoire, sachant qu'il y avait toujours une notion de marchandises à transporter dans les missions qu'il distribuait aux chasseurs de primes en première saison. Le fameux roi pirate Gorian Shard appartient au final à une espèce non identifiée, même s'il avait été très brièvement recensé comme un Lazat sur les sites de fans les plus pointus. Son design reste avant tout un clin d'œil appuyé à certains des pirates maudits de la saga Pirates des Caraïbes, comme tout le monde ou presque avait pu le remarquer dès sa première apparition. On relève avec malice le discours sur le fait de savoir qui a tiré en premier, inépuisable source de mèmes concernant Un Nouvel Espoir et la séquence d'Han Solo à la cantina. Pauvre Greedo. Roi je ne sais pas, mais gros nul, ça c'est certain, étant donné ses décisions tactiques douteuses et sa fin pitoyable. Revenons à ce cher Captain Teva qui fait partie de ces perles rares, consciencieuses et persévérantes qui tentent de gérer les choses selon leurs priorités véritables. Son passage sur Coruscant nous permet certes de faire encore monter d'un cran la planète dans le bingo des plus représentés à l'écran dans Star Wars, mais surtout de finalement rattacher les wagons avec l'épisode 3 et Elia Kane, cette ancienne impériale qui reste fidèle à Moff Gideon de toute évidence. Elle joue sur l'indépendance de Nevarro pour torpiller toute velléité d'intervention qu'aurait pu avoir le colonel Tuttle. Alors colonel Tuttle, moi ça me fait penser à Herman Tuttle de Tonnerre Mécanique, mais je sais pas s'il y a un rapport. Voilà qui nous confirme que quelque chose de pourri se trame dans la bordure extérieure, c'est quand même souvent le cas, et ce dont on aura la confirmation avec la découverte finale de l'extraction de Moff Gideon durant son transfert vers un jugement.
Sachant qu'il y a du Moff Gideon, du Beskar et du clonage derrière tout ça, on se doute que des troupes de choc sont en cours de formation dans le genre Death ou Dark Troopers ou une autre variation très sombre. Je ne pense pas que le Beskar soit la preuve que des Mandaloriens sont restés fidèles à Moff Gideon, même si on ne peut pas exclure cette hypothèse à 100%, puisqu'il avait le sabre noir à une époque. On peut supposer qu'il s'agit plutôt d'incriminer un des Mandaloriens pour mieux cacher les projets de Gideon et compagnie. Et reste à voir qui pourrait bien être la compagnie en question, si ce n'est l'Amiral Thrawn. Oui, je sais, c'est une obsession. Parmi les meilleurs moments de l'épisode, on a bien sûr le conseil des Mandaloriens qui doivent déterminer leur éventuelle intervention, et justement la prise de parole de Paz Vizsla. Je n'avais aucun doute sur le fait qu'il allait soutenir la demande de Din Djarin, mais ça ne m'a pas empêché de vibrer à cet appel au courage, au sens du devoir et surtout à ce qui fait l'essence même des Mandaloriens. Des recettes éprouvées donc, mais qui fonctionnent bien, tout du moins sur moi. Concernant les séquences de bataille en elles-mêmes, on sent bien la mise en avant du tank, Paz Vizsla, et de la tornade au corps à corps qu'est l'armurière. Le plan rapide d'un Mandalorien sorti de nulle part sur le cockpit d'un chasseur ennemi en plein vol est tellement what the fuck qu'il est involontairement comique, mais bon, pourquoi pas, après tout, on peut aussi se foutre complètement du montage, de la cohérence des images, donc on s'amuse. Et au passage, on a les singes lézards kowakiens qui se vengent des mauvais traitements des pirates, ce qui correspond parfaitement à ce qu'on connaît de ces créatures narquoises et un poil revancharde quand même. La scène la plus intense de l'épisode nous attend pour la fin, et c'est particulièrement appréciable. De toute évidence, entre deux épisodes, l'armurière a digéré la révélation de Bo-Katan sur le mythosaure, et cela a profondément fait évoluer son paradigme, d'autant qu'à cela s'ajoutent des signes d'un renouveau et les exploits de Bo-Katan et de Din Djarin. Alors qu'un nouveau foyer est offert aux Mandaloriens, l'armurière pressent un air de renouveau et vise carrément la libération de Mandalore. Mais au fond, il me semble que ce qui fait toute la différence, c'est sans doute la démonstration au travers de Bo-Katan que ceux qui ne suivent pas le credo avec autant de ferveur n'en sont pas pour autant moins valeureux dans ce qui constitue l'essentiel pour un Mandalorien, à savoir le combat, la prise de risque calculée et l'honneur. Cette acceptation de l'idée de s'allier à des Mandaloriens qui ne portent pas le casque sans discontinuer est une véritable révolution copernicienne dans le petit monde mental de l'armurière. Seul petit regret peut-être de mon côté, j'aurais souhaité que l'évolution soit un peu plus partagée, en quelque sorte, entre Bo-Katan et l'armurière, plus que de découler d'une sorte de décision unilatérale de cette dernière. Cette saison donne bel et bien une importance centrale à Bo-Katan, on en a encore une confirmation ici, et cela va dans un sens qui me plaît beaucoup, comme j'ai déjà pu l'exprimer, car le personnage, tout comme l'interprète, ont tout ce qu'il faut pour faire jeu égal avec Din Djarin, de mon point de vue. Comme je vous le disais, il nous reste 3 épisodes pour que les Mandaloriens se trouvent confrontés à une nouvelle troupe d'élite particulièrement redoutable, à n'en pas douter. Unité d'élite qui serait menée au minimum par un Moff Gideon remonté comme une horloge, voire pire encore, si, oui, encore une fois, l'Amiral Thrawn est vraiment introduit dans cette saison, mais j'ai un petit doute là-dessus, peut-être qu'il ne faut pas viser trop haut. Une saison inégale, certes, avec des moyens un peu justes, du moins sur cet épisode en particulier, pour rendre de la population et de l'impact de l'attaque pirate, mais une saison qui reste bien agréable à suivre pour le moment. Si ce t-shirt incroyable vous plaît, vous trouverez un lien et un code de réduction en description de la vidéo, sachant qu'il y a des tas d'autres modèles Star Wars et autres. Merci d'avance pour vos commentaires et partage de la vidéo, sachant que si vous ne faites absolument aucun effort, eh bien vous finirez vous aussi en ramen avec la chevelure en algues de Gorian Shard. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!